Vous êtes sur Speedline TV et vous avez raison, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, audience au Conseil économique et social, Conrad Baguidi a reçu le président de l'autorité de protection des données à caractère personnel à suivre la substance des échanges en début d'édition. Poursuite de la restriction de la liberté d'expression et de réunion pacifique, maintien des personnalités de l'opposition en détention arbitraire, Amnesty International a peint une étape reluisante des droits de l'homme au Bénin en 2024. Plus de précisions dans ce journal. Et dans le reste du monde, une grande partie de l'Espagne et du Portugal a été affectée ce lundi par une importante panne d'électricité. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, a reçu en audience ce mardi 29 avril le président de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Plusieurs points ont été abordés au thème des échanges suivants. L'objectif donc de cette audience, deux ordres, je dirais. Premier ordre, c'est de féliciter le président qui a été nouvellement élu. Donc une visite de courtoisie dans le cadre des institutions. Et le second ordre, et puis pas des moindres, c'est plutôt envisager des pistes de collaboration et de coopération entre nos différentes institutions dans la mesure où les institutions doivent fonctionner ensemble pour la même République. Nous avons concrètement arrêté quelques sujets que nous allons commencer à déployer très prochainement. Par exemple, la question de la formation donc, des agents et des conseillers du Conseil économique et social, dans la mesure où le Conseil économique et social, pour nous, est une organisation fêtière donc de grandes entreprises. Ce sont des points focaux qui seront très utiles pour nous pour relayer la question de la protection des données personnelles au-delà donc de Cotonou, mais plutôt dans tous les départements du Bénin. Puisqu'avec la nouvelle réforme, le CES est présent évidemment dans tous les départements. Donc pour nous, très important de pouvoir travailler avec le Conseil économique et social sur ces sujets. Mais encore plus précisément, il s'agit donc de nous aider à sensibiliser les populations, les entreprises qui gravitent autour donc, du CES, à faire leur conformité au régime de protection des données personnelles, ce qui est une obligation pour toute entreprise ou toute organisation, toute structure qui collecte, stocke des données à caractère personnel. On a également envisagé une formation que nous avons déjà prévue, nous, au niveau de la PDP dans la région septentrionale du Bénin au mois de juin. Avec le président, nous avons vu la possibilité de pouvoir associer le Conseil économique et social à cette formation qui se passera à Parakou, mais pour toute la région septentrionale. Formation au cours de laquelle les agents et les collaborateurs, les conseillers du Conseil économique et social seront avisés, seront formés sur la question de données à caractère personnel et pourront évidemment être le relais de la PDP au niveau des différentes structures, au niveau des régions, au niveau des endroits dans lesquels ces agents travaillent. Donc je pense que le président a été très favorable à ces idées, à cette collaboration. Il a beaucoup insisté sur le fait qu'il y a une volonté forte de la part du Conseil économique et social à accompagner l'autorité de protection des données à caractère personnel sur ces sujets, puisque c'est des sujets qui demeurent encore pour la plupart de nos concitoyens des sujets abstraits, toujours un peu difficiles à expliquer. Et ce sera pour nous un relais important pour pouvoir sensibiliser et permettre à nos populations de comprendre l'importance de protéger les données personnelles. Dans un tout autre registre à présent, du 27 avril au 6 juin 2025, le stade omnisport de Grand Popo sera animé par une compétition de football organisée dans le cadre de la 104e édition de la fête de l'association Novicha. Ce tournoi qui regroupe 10 équipes issues des communes de Coma et de Grand Popo a été officiellement lancé le week-end écoulé par les membres de l'association Novicha.
La rencontre inaugurale a opposé l'équipe d'Agatogbo à celle de l'arrondissement de Grand Popo. Le reportage. Une compétition de football pour lancer la 104e édition des festivités de l'association Novika. Enlevé de rideau, Grand Popo en bleu a rendez-vous avec Agatogbo en vert. Qui l'envoie au président fédéral. Après l'ouverture officielle par les membres de l'association Novika, place est faite au jeu. Dès l'entame, la formation de Grand Popo prend l'ascendant avec une bonne circulation de balles, ce qui n'effraie guère les visiteurs. Leur dossard 5 balles au pied s'illustre, sème la zizanie dans la défense adverse, mais n'ira pas à terme dans ses œuvres. Les deux équipes rivalisent d'ardeur et de détermination. Dans la foulée, la formation de Grand Popo obtient un joli coup de pied arrêté. Le tireur décoche un bolide, obligeant le dernier rempart de l'équipe adverse à sortir la grande classe. Du retour des vestiaires, les changements effectués des deux côtés dynamisent les lignes d'attaque. Sur cette action, Grand Popo était à deux doigts d'ouvrir la marque, mais le poteau s'érige en sauveur. Le gardien d'Agatogbo sera une fois encore sollicité sur une demi-volée, smatchée par l'attaquant. 0 but partout, c'est le résultat final qui a sanctionné ce match d'ouverture. On n'est pas totalement satisfait, mais d'une part, on a pu conserver notre match nul. On va essayer de redoubler d'efforts pour les matchs à suivre. Ça ne nous arrange pas du tout parce que c'est un match qu'on doit gagner pour mieux se positionner pour les prochains matchs à venir. Mais vraiment, c'est un jeu. Bon, on ne peut rien. Selon les membres de l'association Novika, ce choix porté sur le football pour donner le top des activités n'est pas anodin. La jeunesse est une priorité pour Novika. Novika veut mettre son poids dans la formation de cette jeunesse, qu'elle soit une jeunesse qui soit œuvrée dans l'âge adulte. Nous voudrons, à travers ce que nous faisons, avoir des professionnels. C'est une fête de fraternité dédiée spécialement à notre jeunesse. Mais c'est aussi également le moment d'en détecter parmi eux qui peuvent devenir des étoiles demain. Nous commençons, on aurait souhaité que ce début soit le signe de la beauté de la fête de Novika 2025 au titre de la 104e édition tout au long des 6 prochaines semaines. La bonne ambiance qui a régné tout le long du match entre les 22 acteurs cadre avec les aspirations de Novika, cette association qui prône la fraternité. Je puis dire que c'est tout ce que Novika veut, qu'on puisse s'amuser dans la fraternité, dans la gaieté. Donc on s'est donné du plaisir aujourd'hui et nous voudrions que ça continue. Et par la grâce de Dieu, ça va continuer pour que la fête soit belle. Et la fête sera belle, Inch'Allah. Prévu pour durer du 27 avril au 6 juin 2025 sur la pelouse du stade Omnisport. L'organisation Amnesty International Bénin a publié ce mardi le rapport annuel 2024-2025 sur la situation des droits humains dans le monde. Ce rapport met en lumière les atteintes aux droits humains constatées tout au long de l'année 2024. Il donne un aperçu par région des principales préoccupations recensées en matière de droits humains et met l'accent sur certains faits et chiffres essentiels. Romaric Dossa pour le compte rendu. En 495 pages, Amnesty International présente un rapport qui dresse la montée en puissance des pratiques autoritaires et la répression violente de la dissidence à travers le monde. S'appuyant sur le gouvernement Trump, l'organisation affirme que la campagne anti-droit du gouvernement américain renforce les tendances néfastes déjà présentes, fragilisant la protection des droits humains et mettant en danger des milliards de personnes dans le monde. À travers notre évaluation de la situation dans 150 pays, nous constatons que cet effet Trump aggrave les dommages causés par d'autres dirigeants mondiaux en 2024, sapant le travail accompli à grand-peine depuis plusieurs décennies pour bâtir et promouvoir les droits fondamentaux universels. Année après année,
nous alertons sur les dangers de la régression des droits humains. Mais les événements des 12 derniers mois, à commencer par le génocide des Palestiniens de Gaza par Israël, dont nous sommes tous témoins en direct, mais que nul n'arrête, ont montré à quel point le monde peut devenir un enfer pour tant de personnes lorsque les grandes puissances abandonnent le droit international et font fi des institutions multilatérales. À ce moment clé de l'histoire, alors que les lois et les pratiques autoritaires se multiplient sur la planète pour servir les intérêts de quelques-uns, les gouvernements et la société civile doivent de toute urgence s'employer à ramener l'humanité en terrain plus sûr. Dans son rapport présenté ce mardi, Amnesty International Bénin relève que les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique ont continué à l'objet de restrictions. La situation des maisons d'arrêt et prisons du Bénin n'a pas été occultée. En ce qui concerne les droits des personnes détenues, les prisonniers et prisonnières du pays étaient toujours détenus dans des bâtiments sales et surpeuplés, sans accès suffisant à l'eau potable ni à des traitements médicaux, en référence à notre communiqué du 1er août 2024 que vous connaissez bien. Selon le directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin, les 11 centres de détention accueillaient en septembre plus de 19 000 personnes, ce qui représentait environ 300% de leur capacité. Faute de place, la plupart des détenus dormaient par terre sur le côté, sans même pouvoir se retourner. Malgré la chaleur excessive, la majorité des prisons n'étaient pas équipées de ventilateurs. Une odeur fétide régnait dans les bâtiments et les cellules en raison du manque d'installation sanitaire. Le personnel médical était insuffisant et des détenus ont indiqué que souvent, les médicaments dont ils avaient besoin leur étaient refusés, n'étaient pas disponibles ou périmés. Il y a eu ce décret-là qu'on a mentionné dans le rapport que nous venons de vous présenter sur le régime des établissements pénitentiaires qui a prévu des standards quand même assez élevés sur le droit à la santé des détenus en milieu pénitentiaire. Donc notre vœu, notre cri de cœur, c'est que ça soit appliqué effectivement et que les détenus ne trouvent pas la mort alors qu'ils sont en train de purger une peine de prison. L'Organisation internationale de défense des droits de l'homme a également dénoncé dans son rapport annuel 2024-2025 les violentes répressions de la marche des organisations syndicales contre la vie chère le 26 avril 2024. Dans le reste de l'actualité, la chefferie traditionnelle au Bénin dispose désormais d'un cadre juridique. L'État béninois reconnaît officiellement 16 royaumes traditionnels et 80 chefferies supérieures. Lors d'une conférence de presse tenue le vendredi dernier, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a levé le voile sur les critères qui ont permis d'opérer cette reconnaissance. Suivons un extrait de ses propos. Donc dans la chefferie traditionnelle, il n'y a pas que des royaumes. Donc c'est pour ça que nous avons catégorisé. Il y a des critères pour qu'on puisse être considéré comme un royaume. Les critères sont objectifs. Donc vous pouvez être un chef traditionnel et ne pas remplir tous les critères pour être considéré comme roi. Mais néanmoins, vous demeurez un chef traditionnel. Et c'est ça qui amène la classification des chefs supérieurs. Vous avez par ailleurs dans pratiquement une région de notre pays, la Takora Ouest et la Donga, vous avez effectivement une autre organisation plus clanique. C'est ce qu'on a appelé d'ailleurs les organisations acéphales. C'est-à-dire que vous n'avez pas un chef qui centralise tout et ce n'est pas la même organisation verticale en réalité au niveau de ces régions de notre pays. Et on aurait pu dire des chefferies claniques, mais nous avons estimé qu'au XXIe siècle, utiliser l'expression clanique aurait été mal peut-être accepté ou compris par certains. Et donc nous nous sommes entendus avec eux et d'autres pour appeler ça la chefferie coutumière. Mais sinon, c'est les régions où nous sommes organisés en clans. Donc c'est une réalité de notre pays. Parce que certains ont dit qu'on a inventé une nouvelle catégorie de chefs. Cette organisation existe. Et cette organisation, on les appelait les chefs de clan.
Donc c'est les chefs de clan qu'on appelle désormais les chefs coutumiers, tout simplement pour être dans un langage beaucoup plus actuel, moderne et républicain. Donc nous avons dit que si vous n'êtes ni royaume, ni chefferie supérieure, ni chefferie coutumière, vous êtes ipso facto dans la chefferie communautaire. Donc nous ne découronnons personne. Je le redis, nous ne découronnons personne. Si quelqu'un, depuis 6 mois, depuis 6 ans, depuis 60 ans, se promène avec tous les attributs de roi, ou en tout cas il était présumé roi, aujourd'hui nous ne lui disons pas, il ne faut plus vous promener avec les attributs. On dit tout simplement, vous n'êtes ni chef supérieur, ni chef coutumier, ni roi, vous êtes chef communautaire. Donc voilà pour ceux qui ne sont pas reconnus. Donc tous ceux à qui vous pensez, ou dans vos différents villages ou régions, dites-leur d'être rassurés, puisqu'on les reconnaît toujours comme chefs, mais comme chefs communautaires. Alors, l'association des rois pour la cohabitation avec les nouveaux organes. Vous savez, jusqu'à présent, il y avait 2 fêtières de rois. Dans ces fêtières, avec qui nous avons travaillé en amont, qui vous souviennent, parce que la commission a travaillé en fait 3 années. Mais avant que la commission scientifique ne commence à travailler, il y a eu un travail en amont. Et vous vous souvenez que le chef de l'État avait reçu justement tous ces chefs, tous ces rois, à l'époque, dans une audience qui avait été assez médiatisée. Donc le travail a commencé bien avant. Je vais vous dire même que au niveau scientifique, le travail a commencé depuis 2012, puisqu'on a publié un premier livre référence qui s'appelle « Historicité des royaumes et espaces de pouvoir », je peux me tromper sur le titre, sous l'égide à l'époque du professeur Félix Iroko. Il y avait 15 les plus grands historiens béninois, les 15 plus grands historiens béninois ont contribué à cet ouvrage référence en 2015 et ça a été corrigé, réédité. Donc ce travail a commencé depuis un moment, donc on ne s'est pas réveillé du jour au lendemain pour, entre guillemets, inventer tout ce qui a été dit là. Donc si vous prenez bien, vous verrez que c'est un travail de plus d'une décennie qui vient d'aboutir. Donc les nouveaux organes, la loi a prévu de nouveaux organes. Donc tous les rois qui étaient dans les 2 fêtières vont évidemment migrer le moment venu dans ces nouveaux organes prévus, notamment la chambre qui est prévue pour la chefferie traditionnelle. En interactualité, une panne d'électricité sans précédent a paralysé une grande partie de l'Espagne et du Portugal ce lundi, entraînant l'arrêt des trains, la coupure des services téléphoniques et la fermeture des feux de signalisation dans la péninsule ibérique. La péninsule compte plus de 50 millions d'habitants en Espagne et au Portugal. Le reportage. Des files d'attente interminables à l'aéroport de Lisbonne. Lundi 28 avril, une énorme panne d'électricité a plongé le Portugal et l'Espagne dans le noir, privant des millions de personnes de téléphones, d'internet et d'argent liquide dans les distributeurs automatiques de la péninsule ibérique pendant 24 heures. Et ces voyageurs ont fait les frais du blackout géant. Comme vous le voyez, c'est un déluge de gens, tellement ennuyeux, personne n'entre, personne ne sort. Ennuyeux, assoiffés, affamés, nous ne pouvons rien faire et nous sommes complètement perdus. La panne a débuté à la mi-journée, prenant au piège de nombreux voyageurs devant des terminaux fermés dans ce pays coupé de tout. Nous ne savions rien de tout cela avant d'arriver à l'aéroport. Nous avons voyagé depuis le nord du Portugal et nous n'avons reçu aucune notification avant d'arriver ici parce que l'Internet ne fonctionne pas. En Espagne, la compagnie d'électricité accuse un déséquilibre dans le système d'interconnexion électrique avec la France. C'est la deuxième panne électrique grave en Europe en moins de 6 semaines, après l'incendie du 20 mars qui a entraîné la fermeture de l'aéroport Heathrow au Royaume-Uni. En Iran, l'explosion survenue dans le plus grand port commercial du pays a fait au moins 110 morts selon un nouveau bilan qui ne cesse de s'alourdir, a pointé ce lundi le ministre de l'Intérieur iranien. Le précédent bilan faisait état de 65 morts.
Les autorités ont annoncé que plus d'1 millier de personnes avaient été blessées. Suivant. Plus de 130 tonnes d'eau ont été larguées par des avions bombardiers d'eau russes sur le port iranien de Shahid Raja'i, théâtre d'une gigantesque explosion samedi. Le bilan s'est alourdi à au moins 70 morts alors que 1200 personnes ont été blessées. Au moins 120 sont encore à l'hôpital, selon le ministère iranien de l'Intérieur. Lundi, les autorités iraniennes ont annoncé que l'incendie a été maîtrisé. À l'origine du sinistre, des négligences, selon la thèse officielle, des coupables ont été convoqués, annoncent les autorités, alors que des rumeurs circulent sur la présence dans le port d'un composant chimique indispensable à la production de combustible solide pour les missiles balistiques. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce lundi un cessez-le-feu sur le front en Ukraine du 8 au 10 mai à l'occasion des 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie. Cette nouvelle a été accueillie par les Ukrainiens avec beaucoup de méfiance, c'est après moi. Les Ukrainiens se montrent plutôt méfiants quant à la proposition du président russe. Vladimir Poutine a suggéré lundi une trêve de 3 jours dans la guerre contre l'Ukraine à partir du 8 mai. Il n'y a aucune confiance dans les propositions du président russe Vladimir Poutine, ni dans le respect des termes de la trêve, donc je ne sais pas. Bien sûr, nous voulons absolument que la guerre se termine dans des conditions qui nous soient favorables, dans des conditions équitables. Cependant, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de confiance dans ce domaine. Je pense que c'est la tentative de Vladimir Poutine de garder l'Amérique à la table des négociations, parce que Trump essaie toujours d'amener la Russie à des négociations pour une sorte de trêve. Il a indiqué que la Russie n'est pas prête à négocier la paix, puis Poutine a annoncé une trêve de Pâques. Et maintenant, je pense qu'il s'agit d'une autre tentative de maintenir l'Amérique engagée, pour donner à Trump l'espoir qu'une sorte de négociation est possible. Le 9 mai, Moscou célèbre les 80 ans de sa victoire contre l'Allemagne nazie. La Russie se dit prête pour des négociations avec l'Ukraine. En réaction, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré sur X que si la Russie veut vraiment la paix, elle devrait immédiatement cesser le feu, au lieu d'attendre jusqu'au 8 mai. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux, Facebook et YouTube.